Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Nous sommes déjà là pour décortiquer l'actualité de la semaine et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Robert Kainga, avocat de son État et membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va. Vous avez bonne mine. Merci. Meilleurs vœux, bonne année. Merci pareillement. C'est une nouvelle année. Nous nous retrouvons en ce premier mois de l'année 2025 sur le plateau Info 7. Comment a été votre année 2024? Non, l'année était positive. Tout simplement parce que quand Dieu nous donne le souffle de vie, il nous garde en vie et nous et les personnes qui nous sont chères. Et il nous a donné à manger. On s'est suffi de ce qu'il nous donne. Pour nous, ça a été une année largement positive. Alors ça, c'est pour mettre une bonne année 2024. Alors pour la gestion du pays, Félix-Antoine Tshisekedi qui a commencé son deuxième mandat en 2024. Quelle est votre analyse de la situation sociopolitique de l'heure en RDC? Non, je pense qu'il y a quand même une impulsion qui est donnée. Mais je crois que, comme je l'ai dit, lorsque le chef de l'État gagne les élections, il constitue une équipe. Vous savez, ça nous a pris pratiquement 5 à 6 mois pour constituer l'équipe. Et que donc, cette équipe qui est en place n'a pu travailler que pendant jusque-là 6 mois, ou 5 mois, ou 7 mois, le temps de sa mise en place. Mais nous pensons aussi qu'il y a déjà les joueurs qui se sont démarqués. Il y a aussi ceux qui ne se sont pas démarqués et que nous pensons qu'il est temps pour le chef de l'État d'envisager une... On parlait du gouvernement Soumino. Soumino, bien sûr. Soumino, bien sûr. Parce que, madame, le pays est dans une situation grave aujourd'hui avec la guerre qui nous a imposée. Et que donc, il va falloir que le chef de l'État réaménage l'équipe. Ça va de soi. Parce qu'on sent que certains ministres donnent l'impulsion et les autres ne font pas, pratiquement pas du bon travail. Et que tout coach, quand il a de matchs, il constate que ça c'est le quart de finale, ça c'est la finale. Il doit revoir quand même son équipe, soit renforcer l'équipe, soit voir ceux qui sont fatigués et pour donner de l'impulsion à l'équipe et donner de l'impulsion à son action. Alors parlant de ce gouvernement souminois, quel ministre fait correctement son travail? Parce que déjà, de votre côté, vous êtes flatté par le travail de certains, à vous entendre parler, d'autres non. Bon, en tout cas, logiquement, objectivement, je ne vois pas. Jusqu'à là, personne? Je ne vois pas un ministre dont les secteurs est aujourd'hui maîtrisé et que les choses vont à bon train. Aucun ministre? Je veux en venir. Allez-y. Il y a des ministres qui essayent de faire un effort pour s'identifier. Vous avez vu, par exemple, il y a des choses que je connais parce que je fréquente, j'essaie quand même de... Je vois un peu le ministère de la Défense, le VPM Guy Mwadianvita. J'essaie de suivre un peu de plus près ce qu'il fait. Il est en train de vouloir aujourd'hui revoir la situation de paiements qui se font au ministère de la Défense parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est échappé au circuit normal. Je crois qu'après qu'il ait fait ce travail, il va faire un bon diagnostic et je pense qu'une bonne thérapie pourra suivre. Mais en dehors de lui, je suis déçu par certains ministres. Maître, c'est pas quand même tôt de juger ces ministres. Vous avez dit qu'ils n'ont eu que 6 mois de travail, si je ne me trompe pas. C'est pas tôt? Bon voilà, dans le monde entier, il y a une pratique qui s'est installée, une coutume, qui consiste à évaluer le gouvernement après 100 jours. Et donc, s'ils ont déjà eu 6 mois, donc ils ont déjà 200 jours. Dans 200 jours, on ne vous demande pas de faire beaucoup. Donner des signaux forts. Voilà, on devait quand même savoir, voir quand même des signaux, voir quand même qu'il est en train de faire un travail assez remarquable. Mais jusque-là, parce que la population est là, madame, si nous nous mettons à parler, dire des choses ici, et quelque chose qui ne se vérifie pas sur le terrain, nous aurons des problèmes. Donc, il y a aussi le ministre Julien Paluku, pour qui je suis Industrie, aussi... si je ne me trompe pas. Pardon? Industrie.
Le ministre de l'Industrie. De l'Industrie. Donc, non, du commerce extérieur. Il est maintenant commerce extérieur. Ah, okay. J'essaie quand même de suivre aussi ses actes. Je pense que c'est parmi les ministres qui font aussi du bon travail et qui sont en train de marquer. Et à chaque fois que je le suis, je sens qu'il a quand même de la pertinence, il a quand même, il fait quand même du travail. Mais pour le reste, bon, il y a des ministres que je n'ai pas suivis, mais dont, par exemple, vous n'avez pas suivi? Oui, mais parce que je voyais par exemple le ministère de l'EPST, le ministère de la Culture et Arts, par exemple, on ne sent rien. Alors que ces ministères étaient hier convoités quand les autres animateurs étaient dans ces ministères-là. Mais aujourd'hui, on sent que pratiquement le ministère de l'EPST, qui était un ministère clé, qui était au centre du campagne chef de l'État, parce qu'il y a deux ministères qui ont fait élire le chef de l'État. Il y a la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, c'est des choses qui ont permis au chef de l'État. Dans la santé. Dans la santé, oui, j'en viens. Dans la santé, il y a aussi le ministre Roger Kamba, pour qui j'ai découvert, j'ai senti que c'est vraiment un homme très méticuleux, c'est un homme qui est à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée par le chef de l'État, parce que vous savez, vous vous souviendrez qu'il était d'abord conseiller spécial du chef de l'État en matière de couverture santé universelle. Nous pouvons dire aujourd'hui que la mise en œuvre de la couverture santé universelle est assurée par lui. Et je vous dis, vous avez suivi il n'y a pas très longtemps, le Fonds de promotion de la santé vient de doter, vient d'acquérir beaucoup d'équipements pour valoriser et pour équiper les hôpitaux, leur donner des moyens et des possibilités de bien traiter, bien accueillir les Congolais qui sont malades, surtout les femmes enceintes. Mais le ministre de Mines, vous ne sentez pas que les choses bougent de son côté? Bon, en tout cas, le ministre de Mines, j'aurais bien voulu parler de lui, mais apparemment, il ne communique pas assez. On ne le sent presque pas. Voilà, je me demande même quand les agents ont besoin de lui, je me demande s'il a vraiment un chargé de communication. On ne sent pas les réformes qu'il a mises en place. C'est un secteur très clé. Alors que les mines, c'est un secteur clé. Un secteur clé du pays. On devait déjà voir ce qu'il est en train de mettre en place. On aurait dû voir les réformes. Il y a des ministres qui ne communiquent pas assez, mais qui sont fondamentalement dans la réforme. Je dirais le ministre de Molendo Sakombi, qui j'avais de préjugés sur lui, mais j'ai eu quand même le temps de l'approcher, de discuter avec lui. Parce que vous savez que je suis quand même expert dans le domaine des hydrocarbures. Je l'ai approché, nous avons discuté avec lui. J'ai eu d'abord l'impression que c'est quelqu'un qui comprend le secteur et qui avait déjà, il sait où il va dans ce qu'il est en train de faire. Je voudrais le voir arriver là où il est en train de partir et ça me ferait énormément plaisir. Donc c'est comme ça que vous voulez aussi que les choses puissent bouger comme un ministère de Mines, hein? Oui, exactement. Le ministère de Mines, je sens qu'il ne communique pas. Peut-être qu'il fait des bonnes choses, mais nous, on n'est pas au courant et je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui. J'ai déjà fait un voyage avec lui dans le temps passé en Angola. On a eu quand même à échanger superficiellement. À l'époque, il n'était pas ministre, mais je pense que depuis qu'il est ministre, je n'ai pas eu accès à lui pour échanger avec lui, discuter un peu et savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que là, il communique moins. Alors de l'autre côté, il y a quand même deux voix qui s'élèvent dans l'opinion congolaise parce que vous vous rappellerez que lors d'une sortie médiatique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait promis qu'il devrait quand même revoir l'équipe gouvernementale à la fin de l'année 2024 et que tous les Congolais attendaient bien que cela arrive. Et maintenant, il y a des voix qui estiment que c'est encore une promesse de plus de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est votre cas aussi? Non, ça c'est pas une promesse. Vous savez, il promet. Et bon, qui attend c'est que la population attend que les 6 priorités du chef de l'État qu'il avait définies lors de sa campagne ou lors de son discours d'investiture, que ces 6 priorités soient mises en œuvre. Et le chef de l'État a choisi des hommes, bon, je peux dire qu'il a choisi par analogie tout simplement, mais en réalité nous savons, ce sont les groupuscules politiques qui ont envoyé leurs délégués. Donc ces délégués-là, le chef de l'État les a constitués pour travailler avec eux. Il y a ceux qui sont en train de faucher l'équipe, il y en a ceux qui sont moins performants, il y a ceux qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont ministres, qu'ils doivent trouver des solutions aux problèmes des Congolais, et que donc il lui appartient exclusivement à lui de revoir un peu son équipe, de voir qui... Il avait quand même promis à la fin de l'année 2024. Non, effectivement, vous savez, remanier, c'est ça le problème. Quand nous parlons qu'on doit revoir la Constitution, les gens pensent que c'est de la blague, on pense que la Constitution, c'est un instrument qu'on ne peut pas réviser, alors que la Constitution elle-même prévoit le mécanisme de sa révision. Le chef de l'État, si aujourd'hui, dans l'ossature actuelle de notre pays, s'il veut remanier le gouvernement, il doit consulter la majorité.
Et c'est la majorité qui doit... partis politiques qui doit consulter. Donc voilà, s'il veut par exemple remanier le ministre, je prends par hasard un ministère quelconque, donc il doit discuter avec ses alliés en fait avant de le faire. Donc c'est beaucoup de gymnastique. C'est beaucoup de gymnastique. Alors que si le chef de l'État, s'il a la possibilité de lui donner de par la Constitution, comme c'est au Sénégal, le Sénégal il a été investi aujourd'hui, 2 jours après, il y avait le gouvernement. Il n'a pas besoin d'aller consulter qui que ce soit. Alors si le chef de l'État a aussi cette possibilité-là, je pense qu'on ne va pas le reprocher de prendre beaucoup de temps dans le remaniement. On ne va pas vous le reprocher de prendre beaucoup de temps dans le remaniement. Donc, si aujourd'hui, il peut se réveiller le matin, il identifie, il dit non, Noëlla Kambaji, c'est une femme pertinente, intelligente, de sa génération, est-ce que j'ai besoin d'elle comme ministre de la Communication? Il n'a pas besoin d'aller demander à un chef d'un parti politique qui généralement ils envoient leurs cousins, ils envoient leurs enfants. Ils ne tiennent pas compte, ils ne tiennent pas compte de la pertinence, du niveau et tout ça. Ils ne tiennent pas compte de tous ces éléments-là et ils envoient des gens. Et je crois que cette possibilité-là, il faut revoir aussi la Constitution pour que le chef de l'État soit totalement libre de choisir les gens qu'il veut. Et aussi, c'est une question, on le dit, on le répète, on le dira assez pour que les populations comprennent. C'est que tant que la population ne s'attaque pas à la Première ministre, quand les choses ne marchent pas, s'attaque au président de la République. Oui. Mais quand vous prenez la Constitution, le chef de l'État, il est tout simplement le garant. Le garant veut dire que j'encadre, qu'il n'y ait pas de débordement. Mais qui doit au quotidien supporter le Congolais, leur donner à manger, leur donner ceci, leur du travail? C'est le gouvernement. Tel qu'à l'Est, là, il y a la guerre au moment où nous parlons et tout ça, la responsabilité repose totalement sur le gouvernement. Mais le chef de l'État, comme étant garant, comme étant le numéro 1, comme étant celui qui est élu sur toute l'étendue de la République, il est le seul qui est élu sur toute l'étendue de la République. Un député, il est élu par rapport à la circonscription. Mais le chef de l'État, il a sa circonscription sur la RDC. Alors, vous voyez quelqu'un comme ça, qui n'a pas le droit de nommer un ministre sans passer sans consulter ses alliés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voyez quelqu'un comme ça, et quand ça ne marche pas, ce n'est pas la première ministre il a totalement un pouvoir. S'il doit prendre un acte, l'acte doit être obligatoirement contresigné par le ministre. Alors que c'est lui qui porte le fardeau de la République. Est-ce que tout ça, on doit laisser ça comme ça et laisser le chef de l'État? Et dans notre temps, quand ça ne marche pas, Tshisekedi. Mais Tshisekedi, nous réfléchissons, nous disons, il faut quand même qu'on lui donne le plein pouvoir pour lequel le peuple est en train de lui réclamer. Lorsque vous lui demandez, les chefs de l'État sont tous liatés et tout ça, mais ce n'est pas lui. Bon, puisque vous voulez que ce soit lui, alors voyons l'instrument juridique. L'instrument juridique, oui, parce que la Constitution est au service de ceux qui gouvernent. Nous allons aborder la question liée à la Constitution. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Il est 7 h environ ce matin, aucun véhicule ne bouge. Nous sommes au parking de l'école Lulengo, au quartier 9 de la commune d'Enjili. Chauffeurs, receveurs, tous présents, mais refusent de travailler. Selon eux, la nouvelle grille tarifaire de l'hôtel de ville ne leur permet pas de bien travailler. À cela, il faut ajouter la tracasserie policière, mais aussi la hausse des prix des pièces de rechange pour véhicules. Non, que Moussalate parce que tu as comme Nanzila. Tracasserie ça makasi. Surtout vraiment Kabasele, Mutukawana ya Blewana. Et ça la psoboui. Osa les locaux te ba okangao. Partir na bango ba que taxer bat combien? 300 000, 200 000. Toyibi nini. Toza na besoin base de la solution. Kabasele base de la solution. Kingasa na suka IEC na moni bache 1500 francs. Mais embouteillage zo banda Kingasa na suka ti na batwa. Siko soki na uti Kingasa na suka na 1500 pona koma ti na batwa na obima na erni. Mais bache la biso monta la biso bache la so monta na biso ya 2000 francs. Neto to bache la so monta ya suka bache biso monta à 2000 francs moins équilibré kozala. Tu remarqué dans mboka na biso c'est comme si l'État a la contre biso chauffeur. L'État a la contre biso parce que tout le monde a kananzela l'État tcha tracasserie makasi. Biso batunyo surtout ba inaka biso.
toyebi te loko bato bainelation voya même bato tomemaka ezalaka problème soki ata mutuka ekufi fo mona ndenge bakilian bakomenase o chauffeur na receveur okomona policier nyonso ya Kinshasa azalaka contre chauffeur tozo comprendre te baservice nyonso oyo eza na kati ya la police ezalaka mpona bachauffeur mpona nini orke biso mpe tosungaka leta tozo contribuer na part ya leta tozosunga peuple tozosunga peuple pardon bandeko association ya bachauffeur lokola tozwi mokano ya kosala grève pour que balukila biso solution na makambo oyo ezodéranger biso donc biso nyonso toza obligé ya kofanda tosala grève wana bacirconstance ozokutana na nzela ezopermettre te na baprix oyo leta atieli biso parce que ozomona awa mutuka na ngai yango oyo nakanisa evandi awa mpona bapièce de rechange ya liboso bapièce de rechange ya mutuka ekomi trop cher carburant eza cher toye kolongwa wana toke na makambo etali nzela nakoki kolongwa na Kingasani 9h nazokoma na IEC 12h nazoganye nini na journée nakosala combien de tours. Rappelons que cette grille tarifaire contestée par les chauffeurs est à sa deuxième semaine depuis sa publication par l'hôtel de ville de Kinshasa. Situé au croisement des avenues Kitona et Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe à Kinshasa, le programme national de l'hygiène nationale aux frontières PNHF reste le seul point de vaccination contre la fièvre jaune. Certificat. Certificat, c'est certifié. Certifié, c'est pour dire que l'acte est validement accepté, donc on atteste que l'acte a été fait. Alors, les CIV, c'est un certificat international de la vaccination contre la fièvre jaune. Et donc, personne ne peut obtenir cette carte sans se faire vacciner. Sinon, on va à l'encontre. Ici, on est au niveau du PNHF. Vous pouvez passer au niveau de notre service, là où on délivre les CIV. Vous allez trouver les personnes en train de se faire vacciner normalement et correctement. À en croire le directeur AI du PNHF, être vacciné contre la fièvre jaune, c'est avoir l'immunité à vie. Si vous êtes vacciné, vous avez l'immunité à vie. Donc vous êtes protégé à vie. Et donc, pour toutes les personnes qui ont perdu leur CIV, s'ils ont de preuves, c'est-à-dire que s'ils sont sur la base des données, ou s'ils ont une copie de leur CIV qui peuvent montrer, faire en sorte qu'on puisse vérifier qu'effectivement c'est une CIV qui est authentique, obtenue ici chez nous, et ils sont sur la base des données, on peut leur octroyer un nouveau duplicata, je vais dire, sans se faire vacciner parce que l'immunité est à vie. Oui, la fièvre jaune est si dangereuse. Un seul cas de fièvre jaune veut dire une épidémie. Et il faut voir dans les passés comment est-ce que la fièvre jaune a tourmenté le monde entier. C'est internationalement reconnu. L'occasion était propice pour le docteur Justice Nsio de mettre en garde ceux qui ont des cartes pirates. Il y a des personnes qui sont poursuivies aujourd'hui au niveau de la justice pour avoir été attrapées avec des cartes pirates. Il faut rappeler que les cartes que nous avons sont des imprimés de valeurs qui sont obtenus au niveau de l'hôtel des monnaies et donc tout contrevenant est puni de servitude pénale. Nous avons mis des moyens avec tous les services de l'État pour traquer toutes les personnes qui se livrent en cela. Et au niveau des aéroports, au niveau des points de sortie et des points d'entrée, nous avons mis un mécanisme de contrôle. Parce que les CIV que nous avons des éléments qui certifient un CV valable et nos services au niveau des points d'entrée vérifient ces éléments. Notamment, il y a la base des données. Vous allez trouver nos agents avec un appareil qui scanne les codes QR qui est là pour retrouver effectivement si la personne se trouve dans la base des données. Une fois que vous n'êtes pas dans la base des données des personnes qui sont vaccinées et des CIV qui viennent de notre programme, donc c'est un CIV qui est parallèle et là, vous allez vous livrer vous-même face à la justice. Notons par ailleurs que le PNHF est déjà installé dans 18 sur 26 provinces que compte la RDC. Pour la vaccination contre la fièvre jaune dans les provinces concernées, les Congolais doivent se rendre aux coordinations provinciales.
Alors, madame, messieurs, vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déjà totalisé une année depuis qu'il a commencé le deuxième mandat. Félix Tshisekedi a déjà une année. Oui, le chef de l'État a déjà une année, mais dans une année, il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont faites. Quelles choses? Madame, je commence par le tout dernier. Le chef de l'État venait de faire des tournées en province. Vous avez vu qu'il a inauguré moult infrastructures. Il a inauguré. Il est arrivé en Bouche-Maille. Vous savez, moi, ma mère est tombée malade. Elle avait fait une crise de l'APC. On n'avait même pas un scanner dans les deux Kassai. Et il était obligé de venir à Kinshasa pour faire le scanner. Et elle a été traitée ici, Dieu merci, elle est guérie. Donc, au niveau du Grand Kassai, on n'avait même pas un scanner. Parce qu'il y a des choses que l'on parle ici à Kinshasa. On pense que Kinshasa et Kabila a fait quelque chose et tout ça. Je le dis aux Congolais que tout le Grand Kassai n'avait même pas de scanner. Tous les Grands Kassai. Tout le Grand Kassai. Il fallait attendre que le chef de l'État arrive pour qu'on puisse doter le Grand Kassai du scanner. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le Sankourou, dans le Mami ou dans le Kassai oriental, il peut aller au niveau de la Mouya, l'hôpital de la Mouya, en Bouche-Maille, et se faire examiner et entrer dans un scanner. On peut trouver ça que c'est frivole. On peut trouver ça anodin. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, le Grand Kassai, moi je ne parle pas du Bouche-Maille, je parle du Grand Kassai doté d'un hôpital moderne. On n'a plus besoin de presque quitter Sankourou pour venir en Bouche-Maille. On n'a pas besoin de l'avion. Même sur la moto, quelqu'un peut venir et arriver là-bas pour se faire soigner. Mais quitter le Grand Kassai Kinshasa... Kinshasa, il faut prendre l'avion. Et ça nécessite encore un coût supplémentaire. Donc, est-ce que tout ça, on peut dire que c'est rien? Mais entre-temps, les ventres continuent à être affamés, maître. Mais non, voilà, revenons-en. Allez-y. Depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, même si le salaire de fonctionnaire, il était à quel niveau? Ils ont fait avec le ministre de la fonction publique. Ils ont augmenté le salaire d'un fonctionnaire à 30%. Mais le problème, c'était quoi? Le salaire de base était de combien? Parce que si tu as par exemple 100 000, et si on augmentait de 30%, vous avez combien? Mais dans les entreprises privées Vodacom, si vous êtes directeur, vous avez par exemple 15 000 $. On augmente votre salaire de 30%. Vous aurez combien d'argent? Vous verrez que votre enveloppe va augmenter. Alors maintenant, mais à quel taux si les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? Parlons d'abord sur le plan des principes. Allez-y. Parlons sur le plan des principes. Maintenant, Félix augmente à 30%. Il ne peut pas se réveiller le matin et dire à tous les fonctionnaires, je vous donne 2 000 $. On y va crescendo. Il augmente de 30%, on se rend effectivement compte que, mais le salaire de base c'est combien? C'est 100 000 francs. On a augmenté 30%, c'est combien? 30 000 francs. Il a 130 000 francs. Ça représente encore rien, c'est comme de la blague. Parce que avec la vie actuelle, ça devient compliqué. Mais les 130 000 francs, pour une femme qui est en Demba, ou qui serait trouvée à Kalenda Moudish, par exemple, c'est beaucoup d'argent. Parce que ça lui permet, et selon la bourse et les conditions de vie, ça peut la permettre de réguler ou de régler certaines questions. Donc, Tshisekedi, il a deux problèmes. Il est en train de travailler. Et puis, madame, aujourd'hui, nous faisons face à une guerre qui nous est imposée. Ici, c'est une question patriotique. C'est une question de la nation. C'est la nation. Que vous n'aimez Félix ou pas. Mais c'est la nation. Aujourd'hui, on fait face à une guerre qui nous est imposée. Madame, vous savez que le secrétaire général des Nations Unies vous dit que le M23 a des armes plus sophistiquées que les Nations Unies. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que c'était un aveu pour dire voilà, on ne peut rien contre cette guerre-là? Alors que les Nations Unies, quand vous prenez le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ils ont le droit d'imposer la paix. La paix. Alors maintenant, ils vous disent que non. Et quand on parle de Nations Unies, parfois c'est une fiction. Quand on parle des Nations Unies, madame, ce sont les 5 pays membres. Quand on parle du Conseil de sécurité, on parle de 5 pays membres permanents. Est-ce que les États-Unis, face au M23, ils n'ont pas assez d'armes
pour doter aux Nations Unies pour qu'on puisse battre. Comment le secrétaire général peut dire que le M23 a des armes plus sophistiquées que les Nations Unies? Les Nations Unies, dans un langage simple, c'est les alliés du Sangaya État. Donc tous les États réunis, Nations Unies, n'ont pas de moyens pour combattre le M23. Et donc, Tshisekedi seul aujourd'hui est en train de faire face au M23 et au Rwanda. En réalité, il fait face aux grandes puissances. C'est ça la réalité. Donc, si on n'a pas compris ça, on va continuer comme les Fayoulou. Moi, j'ai toujours dit que Fayoulou, par exemple, il veut devenir un président de la République qui n'est pas dans la Constitution. Vous voulez dire quoi par là? Tout ce que lui dit, le type de président de la République que lui veut être, ce n'est pas dans la Constitution. Vous vous souvenez qu'il avait été élu pour faire 2 ans. Donc la Constitution dit que vous serez élu pour faire 5 ans. Lui allait être élu en 2018 pour faire 2 ans. Donc tout ce que lui dit, c'est d'être un président de la République mais qui n'est pas dans la Constitution. Donc, et ce monsieur-là, vous le voyez, au lieu de s'élever comme un seul homme, partout dans le monde, quand il y a des questions qui touchent à la vie de la nation, tout le monde se mobilise. C'est notre existence qui est menacée. C'est toute la population, j'allais dire, qui se mobilise. Qui se mobilise. On voit en Ukraine comment ça s'est passé. Exactement. Maintenant, ici, chez nous, c'est de querelle. Alors, nous allons revenir sur la question sécuritaire, mais maître, revenons un peu sur le premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Que répondez-vous à ceux qui estiment que Félix et son régime ont montré leurs limites? Non, en effet, je ne peux pas dire ça. Félix, je vous dis, madame, je voudrais chuter, que Félix gagnera cette guerre. Gagnera cette guerre, nous imposer. Et Félix est celui qui mettra ce pays sur les lignes, sur la bonne voie. Il le fera. Alors, et je le dis, ça va, pourquoi? Parce que quand vous regardez comment Félix est arrivé au pouvoir, et tout ce qui l'ont sous-estimé, et ce qu'il est devenu aujourd'hui, vous savez que Félix a réglé la question de conflit au Tchad. Au Tchad, il a pu réconcilier les rebelles et le régime en place. Ça, c'est Félix. Félix a géré de main de maître l'Union africaine. Félix est entré peu à peu dans l'histoire de ce pays. Et on sait que Félix va changer ce pays. Alors, il faut lui imposer la guerre pour ne pas lui donner le temps de s'occuper de sa population. Mais bien c'est ça la stratégie? Ça, c'est la stratégie. Parce que tout le monde voyait Félix en train d'échouer. Même les gens du FCC, ils l'avaient sous-estimé. Mais aujourd'hui, celui qui a battu à plate couture Kabila et le mettre aujourd'hui en dehors de la nation, du pays, c'est Félix. Non mais... Tous les Katoum sont... en dehors du pays, comment ça? Parce que Kabila n'est pas en exil, selon ce que sa famille politique a dit. Et même ce que son épouse avait dit. Oui, mais Kabila n'est pas en exil. Oui, Kabila, mais est-ce que politiquement il existe? Mais son FCC existe. Ils existent où? On l'a vu rencontrer l'opposition. Moïse Katumbi, Claudel Loubaya. Ça, c'est l'opposition. Vous prenez Katumbi comme un opposant. Mais il est qui alors? Non. Ça, c'est un homme d'affaires. Vous savez, madame, je suivais l'actualité aux Nations Unies et aux États-Unis d'Amérique. Et j'ai rigolé un peu. J'ai dit, mais bon, j'essaie un peu de faire un parallélisme. Elon Musk, qui est le bras droit le PDG de Tesla, qui est le bras droit, le milliardaire bras droit du président américain, on dit qu'il ne peut pas devenir président de la République parce qu'il est né tout simplement en Afrique du Sud. N'étant pas né aux États-Unis, il ne peut pas devenir président de la République. J'ai rigolé. Qu'est-ce qui vous a fait rire? J'ai rigolé, je me suis dit, mais ah bon? Donc ça peut... Parce qu'on sent qu'il est en train de monter en puissance aux États-Unis, il a une popularité, mais on a dit, mais non, mais il ne peut pas devenir président de la République parce qu'il est tout simplement né en Afrique du Sud. Tout simplement pour ça, il ne deviendra jamais président de la République aux États-Unis. Donc chaque État a ses règles. Voilà vivement la révision ou le changement de la Constitution. Alors, ceux qui disent que Félix ne fait rien, ils ne savent pas voir que le budget avait augmenté. Ils ne savent pas voir que les routes sont en train d'être construites. Ils ne savent pas voir que nous avons le rocard qui sont en train d'être construits. Ça, ils ne voient pas. Ils ne savent pas voir l'hôpital de la Mouya. Ils ne savent pas voir comment la ville de Mbujimaï, au moins, parce que la ville de Mbujimaï, madame, n'a pas été construite par le Belge. Elle a été construite par qui? Par la population. C'est tout simplement ça.
Ils ont seulement construit la Miba parce qu'ils avaient besoin d'avoir de minerais. Mais le reste de la ville de Mbuji-Mayi, ça n'a pas été construit par le colonialisme. Et Mobutu n'avait jamais construit la ville de Mbuji-Mayi. Kabila n'avait jamais construit la ville de Mbuji-Mayi. Ah mais elle existait, non, sous Kabila, Mbuji-Mayi était là. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, il existait, mais on a construit quoi comme infrastructure? À peine donc vous êtes en train de dire que Bouygassange n'avait rien fait. Il avait bitumé quelques routes. Okay. Non, il avait bitumé quelques routes. Peut-être comme il était l'enfant du Kassai, il s'est battu quand même pour bitumer quelques routes. Mais après, sous Kabila. Mais après, non. Et vous avez vu le boulevard Laurent Désiré Kabila sous Kabila. C'était pas plus de 100 mètres. C'était pas plus de 100 mètres, madame. Donc aujourd'hui, nous avons 2 routes asphaltées. Nous avons 2 routes asphaltées. Aujourd'hui, nous avons pratiquement, Félix est en train de faire des travaux sur toute l'étendue de la République. Est-ce qu'on peut revenir sur les PDL 145 territoires? Au moins, même dans le fond du pays aujourd'hui, vous pouvez trouver des infrastructures viables. Mais on parle quand même d'un échec de ce projet, non? Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi la ministre de l'EPST inaugurer 10 écoles en Télé. Pas plus d'un mois. 10 écoles en Télé. Madame, vous voulez dire que Félix ne fait rien sur base de quoi? Mais nous disons qu'il fait. Mais la demande de la population, elle est tellement abondante. Le pays a tellement de problèmes énormes. Et dans l'entretemps, il gère la guerre. Oui, mais vous êtes en train de le dire, mais du côté du FCC, sur ces plateaux, Maître Arlette Boudia l'a confirmé que le combat de Kabila a changé. Kabila veut récupérer, sauver le Congolais. Non, je crois que Maître Arlette Boudia, que je connais bien, qui est une confrère, elle est en train de prendre le fardeau du péché qu'elle n'a pas commis, un péché congénital dont elle n'a pas été à la conception. Elle a un modèle, un leader, à quel moment elle a rejoint Kabila? Elle a rejoint Kabila au soir de sa vie politique. Elle a rejoint Kabila pendant que Kabila avait déjà travaillé, il a détruit le pays. Je me demande pourquoi elle aime porter ce fardeau du péché qu'elle n'a pas commis, qu'elle n'a même pas participé. Alors que nous étions avec elle, on s'est battu dans l'opposition contre Kabila. Je me demande toujours... qu'elle a compris que Kabila reste le modèle. Je me pose toujours des questions. Est-ce qu'elle peut revenir ce qu'elle disait de Kabila pendant tout ce temps qu'on était dans l'opposition? Comment elle a béatifié Kabila? Kabila est entré dans quelle eau de baptême pour qu'il devienne plus blanc que Félix? Est-ce qu'on peut se regarder en face avec les gens du FCC, parler au République? Est-ce qu'ils peuvent nous dire là où se trouve Chebeya aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent nous dire là où se trouve Fidel Bazan? Est-ce que ce genre de Kabila, ils peuvent discuter avec nous? Est-ce que les Congolais peuvent suivre ce genre de personnes? Kabila, c'est quelqu'un qui doit se taire et se taire à jamais dans ce pays. Madame, nous, on a été sous le coup de gaz lacrymogène. Nous, on a vu Kabila détruire ce pays. Kabila nous a massacrés dans ce pays. Est-ce que nous devons continuer à parler de Kabila? Aujourd'hui, il se positionne comme sauveur de la RDC. Non! C'est une satisfaction psychologique de la part de ses affidés, tout simplement. Il va sauver. Tu as fait 18 ans sans sauver les gens. Tu penses que revenir, c'est pour encore sauver les gens ou pour les tuer? Si pendant 18 ans, tu n'as sauvé personne, et que tu rentres après 18 ans, tu penses maintenant sauver encore la population. Kabila, il va apporter quoi encore de nouveau qu'il ne pouvait pas apporter pendant 18 ans? Il a travaillé pendant 18 ans. Il n'a rien fait dans ce pays. Vous pensez qu'il va revenir après 18 ans et parler? Mais on parle aussi de ses erreurs, non? Quand nous parlons de Kabila, nous parlons de Koulouna en fait. Comment ça, de Koulouna? Mais le phénomène Koulouna, il a pris de l'ampleur quand? N'est-ce pas sous Kabila? Pour mater ça, il avait créé l'opération du COF ici. C'est sous Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais aujourd'hui, on a fait un effort. On a remis en place le service national. Ça, vous n'en parlez pas, madame. Le service national a été réactivé par Félix. Aujourd'hui, le service national produit même des bancs pour les écoles. Aujourd'hui, les enfants qui étaient appelés Koulouna, que Kabila pouvait... Même des meubles pour des bureaux. Même pour les meubles pour les bureaux. Ils produisent de la farine. Ils font du travail pour la République. Ils s'appellent aujourd'hui des bâtisseurs de la République. Est-ce que Kabila a fait ça? Quel est le plan que Kabila avait pour la jeunesse de ce pays? Kabila, le plan qu'il avait à l'époque, c'était de donner des machettes à des chabers pour venir tuer les manifestants que nous étions à l'époque. Et donc, c'est ça de Kabila que nous voulons parler.
Kabila qui a tué des gens quand on faisait la marche. C'est le Kabila qui est réclamé aujourd'hui pour... il est réclamé par qui? Madame, aucun Congolais. Je dis et je le répète. Oui, c'est ce que Mme Arlette Odia a dit. Aucun Congolais. Non, je dis, elle porte les germes du péché qu'elle n'a pas commis. Et je la pardonnerai toujours. Kabila n'est pas passé dans le zoo de la béatification. Kabila n'est pas passé dans une blanchisserie quelconque. La seule chose pour laquelle nous avons accepté de travailler avec lui au nom de la paix, au nom de la patrie. Et c'était une décision que je dirais que le chef de l'État nous avait imposée. Parce que nous, on n'avait jamais été d'accord de travailler avec le fossoyeur de la République. Mais Kabila vous a laissé le code minier, il faut être reconnaissant. Bon, Kabila nous a laissé le code minier, oui, c'est parmi les acquis. Donc quand on dit que Kabila, c'est-à-dire sur 100%, il peut avoir 10% des actions qu'il a menées. Il y a des choses qu'on ne peut pas refuser que Kabila a dû faire, même si ce sont des évidences. On ne peut pas refuser qu'il y ait des évidences, des actions qu'il a commises. Mais ici, nous disons, dans la globalité, la personne qui a tué ces pays, c'est Kabila, qui l'a totalement achevé encore. Parce que Mobutu l'avait tué, Mouzé est venu, il a tué la démocratie, et lui-même est venu, il a massacré encore, il a achevé le pays. Et le travail que fait Tshisekedi aujourd'hui, c'est un travail de la refondation de notre nation, de la refondation de l'âme du pays. Il veut donner la valeur à notre pays, il veut rendre le Congo fréquentable, il est en train de mener une action diplomatique assez intense, et aujourd'hui, il est le seul à doiter Kagame et lui dire que tu es un criminel. Alors, Maître Robert Kainga, avant de prendre ce deuxième dossier, la semaine, il y a eu quand même cette problématique du transport à Kinshasa. Il y a eu cette rencontre entre le gouverneur et les conducteurs, mais au lendemain de cette rencontre, c'était la grève. Comment sortir Kinshasa de cette situation? On a l'impression que chaque gouverneur qui vient fait face à cette question du transport. Bon, j'ai suivi le gouverneur dans sa sortie médiatique. Je l'ai trouvé un peu plus à l'aise. Plus à l'aise. Je l'ai trouvé à l'aise. Je l'ai trouvé vraiment comme un ouvrier ayant accompli bien son travail. Mais moi, peut-être à sa place, j'aurais dû me comporter autrement. Parce qu'avec ce que nous vivons dans la vie de je l'ai trouvé trop rassurant. Je me suis dit, je ne veux pas encore le critiquer. Il me faut un peu de la patience pour voir un peu ce qu'il va faire. Sincèrement, je l'ai trouvé dans l'émission qui est passée à Bossolo dans la politique. Je l'ai vu un gouverneur très rassuré et puis à l'aise, alors que moi, à sa place... Alors qu'il y a beaucoup de mots qui rangent la capitale. Alors quand je vois ça, je me dis, bon, peut-être que je peux les sous-estimer. Essayons d'abord de regarder un peu ce qu'il va faire. Parce que nous, notre objectif, c'est qu'il fasse des choses pour le bien-être de la population quinoise. Mais depuis qu'il est là, les Congolais se posent la question, mais les signaux, on voudrait voir quand même des signaux. C'est pourquoi moi-même, je suis étonné de le voir à l'aise et rassuré. Parce que moi, à sa place, avec les mots que je vois ici à Kinshasa, je n'aurais pas eu cette attitude-là. Mais son attitude m'inspire. Je dis, est-ce que c'est peut-être nous qui le sous-estimons? L'homme dit que c'est Kobonga, il est sûr que c'est Kobonga. Et bon, peut-être qu'on laisse encore un peu... Plus de 4 mois. On essaie un peu de voir un peu. Peut-être dans une année, on pourra évaluer son action. Mais le problème, la question de transport, je le dis et je le répète, il y a un problème de route. Madame, les routes, ça n'existe plus. Il n'y en a plus, en fait. Mais je veux quand même de voir une action assez importante. Okay. Une action... j'ai vu quand même que du côté de la Gombe, on est en train d'asphalter les routes. L'avenue de Justice est totalement asphaltée. J'ai vu... C'est pour cette raison qu'il est à l'aise, parce qu'il sait peut-être ce qu'il est en train de faire. Oui, en effet. En effet. J'ai vu quand même que depuis un certain moment, il y a de travaux. Vous voyez la route TSF, sans fil, téléphone sans fil, et qui débouche vers Ifasik. J'ai vu qu'on est en train d'asphalter. Mantankoum aussi. J'ai vu beaucoup de routes aussi du côté d'Engiringiri, du côté de... Il y a quand même assez de routes qui sont en train d'être faites. Mais la question... quand même d'inquiétude. Il y a quand même... Suffisamment, parce que quand il pleut, les Congolais meurent. Quand il pleut, les Congolais meurent, et on ne sait pas circuler. Aujourd'hui, il est difficile de circuler. Je me demande... Ceux qui font de courses en ville, comment ils les font? C'est impossible. Les embouteillages. Les embouteillages. C'est impossible. À cette heure telle que nous sommes, si vous sortez, vous allez trouver que la circulation, elle est totalement... elle n'existe presque plus. Parce qu'il ne risque de grandes routes. Et quand vous quittez Huiléry, vous avancez. Si vous prenez gauche ou droite, vous n'allez pas en passer. Parce que les routes sont totalement délabrées. Cabine est totalement délabrée. Toutes les routes sont délabrées.
Bon, maintenant, le chauffeur qui doit quitter, j'avais donné un exemple, le chauffeur qui doit quitter Tchangou et venir ici en ville, déposer à Zando, déposer les gens et rentrer encore. Okay. Vous savez, il va faire combien de temps en cours de route? Avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Il risque d'arriver ici à 12h, 13h. Donc il faut absolument qu'on réfléchisse. C'est ça, c'est un esprit anticipatif. On ne doit pas imposer aux transporteurs, aux conducteurs, allez-y, non. Trouvez les mécanismes un peu plus souples. Soit vous désengorgez la ville, vous faites de routes, et puis on doit cesser avec ce genre de routes où on doit toujours aller dans des avenues déjà occupées. On peut faire une superposition de routes, comme on le voit ailleurs. Voilà, il y a des routes qui se superposent, et quelqu'un qui va par exemple, il faut que quand quelqu'un va par exemple à l'aéroport d'Ndjili, qu'il y ait une route dans laquelle... Trois routes. Quand tu es sur cette route-là... qu'on n'ait pas qu'une seule route qui amène vers l'aéroport. Voilà, quand vous débrouillez à l'aéroport, vous allez qu'il y ait des routes où vous allez directement à l'aéroport. Donc il n'y a pas d'arrêt sur cette route-là. Cette route-là ne peut être prise. Et puis aussi, la question... On dit souvent gérer, c'est prévoir, mais est-ce que c'est un esprit qui anime pas souvent les dirigeants? Non, ce que l'on est en train de faire, c'est colmater les brèches. Ah oui, on arrange cette route. Oui, on arrange cette route. Mais ce n'est pas durable. Parce que ces routes-là, finalement, elles deviennent petites. Les gens ont construit presque à côté de ces routes-là. Il suffit seulement que vous soyez à la... Il suffit seulement que vous soyez à laquelle une voiture tombe en panne. C'est un problème. Les motards n'ont pas de route pour passer. Donc ils se faufilent entre vous. Donc c'est tout à fait... Les piétons aussi également doivent faufiler par là. Plus des marches. Alors, maintenant, il faut le train urbain. Si on arrive à régler la question du train urbain, faire comme les autres le font, à 100 mètres de profondeur de la terre, avoir des gares, avoir tout ça, ça peut désengorger la surface et que les gens... Mais ce sont des projets qui se trouvent sur des tables des autorités des années et des années. Les trains urbains, on en parle depuis. Il y a Maître King qui a commencé avec Gentini Ngobila. Donc on pouvait déjà voir que Nefis, que le début de travaux... Je dis, ce que le gouverneur est en train de faire, c'est juste de solutions provisoires. La vraie solution, c'est de réfléchir dans la superposition des routes, comme c'est partout ailleurs, ou soit le train urbain. Madame, Messieurs, place à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous allons parler de la Constitution de la République démocratique du Congo. Six jours ont suffi pour que la commission mise en place par le secrétaire général AI de l'UDPS réfléchisse sur la Constitution de la République démocratique du Congo. Ces travaux conduits par des experts en la matière ont accouché des recommandations. C'est le secrétaire général AI du parti au pouvoir, Deo Bizibou, qui a réceptionné ce document dont la primeur est réservée au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, haute autorité de référence du parti présidentiel. Au nom de la coordination et de tous les participants, j'ai l'honneur et la fierté de vous remettre le rapport des travaux que nous avons réalisés. Comme vous pouvez le voir, le rapport est scellé pour dire qu'il est transmis à l'autorité suprême et qu'en dehors de cette autorité, personne d'autre n'aura connaissance du contenu du rapport. Voilà le rapport. Tout en saluant la qualité du travail réalisé, Deo Bizibou a rendu un vibrant hommage notamment au général-major Peter Sirimwami, gouverneur du Nord Kivu, tombé arme à la main sur le champ de bataille. Je voudrais remercier la coordination pour le travail abattu. Un travail dont les conclusions sont destinées à la haute autorité de référence du parti, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous apprenions que nous avions perdu sur le front un vaillant, le général gouverneur de la province du Nord Kivu. Bien entendu, derrière lui, il y a des soldats, des officiers qui sont sur ce front du Nord Kivu, commandés de main de maître par le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous êtes informé qu'autour de Goma, les combats continuent.
En mémoire de ses compatriotes qui sont tombés sur les champs de bataille, je vous demande de nous lever pour une minute de silence. Dans son allocution de clôture, le secrétaire général AI du parti au pouvoir a annoncé le début des consultations pour soutenir notamment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les FARDC qui sont au front dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je voudrais annoncer au haut de la tribune ici que dès ce lundi, j'entame au nom de l'UDPS des réunions de concertation, d'abord au niveau interne, pour que nous commencions les actions des manifestations du soutien au chef de l'État, commandant suprême des FARDC et les FARDC qui se battent sur le terrain. Et Ozalendo a envie d'obtenir la libération définitive pour que Kagame ne reprenne plus jamais ses aventures au Congo. Notons par ailleurs que les 6 jours de réflexion sur la constitution de la RDC ont atterri dans une ambiance bon enfant sous une note de satisfaction des participants. C'est un pari gagné pour le secrétaire général AI de l'UDPS, Deo Bizibou, l'homme qui, selon plusieurs, incarne le leadership du sphinx de Limete, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. La manifestation d'une groupuscule d'opposants au changement ou révision de la Constitution la semaine dernière à Paris est à mettre sur les comptes de la liberté d'expression, même s'il est démontré désormais que c'est la majorité des Congolais qui aspirent à une nouvelle constitution. Ceci n'empêche pas de tenir compte des avis contraires, minoritaires soient-ils, car nous sommes en démocratie. Mais je voudrais rappeler aux compatriotes que la constitution actuelle est un obstacle au développement de notre pays. Cette constitution a fragilisé les pays. Elle a également marginalisé la diaspora congolaise partout dans le monde. Donc nous devons tous nous mobiliser pour qu'elle soit changée, pour que notre pays puisse redémarrer. Maître Robert Kayenga, la constitution de la République démocratique du Congo, cette question qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, cette question qui a donc conduit l'opposition à se ranger autour de Joseph Kabila Kabange pour dire non au changement ou à la révision de la constitution de la RDC. Comment est-ce que vous trouvez la position de l'opposition? C'est inconcevable. Dans la démocratie et dans la tête de personnes qui ont un certain niveau intellectuel. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la Constitution elle-même dit que vous pouvez me réviser. Vous pouvez me toucher. Vous pouvez me toucher. Vous pouvez me réviser lorsque vous constatez que... Mais la Constitution dit, attention, mais ici, vous ne pouvez pas toucher. Alors, quelqu'un dit qu'il a la qualité, parce que le chef d'État a la qualité d'obtenir la révision de la Constitution. Il dit, voilà, avant que je ne me décide de ce qui doit être fait, moi, je vais mettre en place une petite commission qui va m'aider un peu à approfondir la question pour relever et que je voie la pertinence de la révision ou du changement de la Constitution. Donc, il dit ça. Vous allez vous ranger pour dire, on dit non à la révision. Vous dites non à quoi? À sa manière de réfléchir. Donc, on veut empêcher même les gens dans ce pays de réfléchir. On veut empêcher les gens d'user de leurs droits constitutionnels. Les conditions selon les arguments, les conditions pour même la mise en place de cette commission ne sont pas... Non, ça ne le concerne pas. Ça ne concerne pas l'opposition. Le chef de l'État dit, est-ce qu'il a la qualité d'initier la révision de la Constitution, oui ou non? La réponse, elle est non. Il est oui. Il dit, ok, si moi je dois réviser la Constitution, je voudrais d'abord
mettre en place une commission. C'est lui qui l'a dit. Comme garant. Et la seule personne qui a reçu mandat de faire respecter la Constitution, c'est le chef de l'État. Et il a prêté serment pour violer même cette il a prêté serment pour respecter cette Constitution. Il dit bon, mais avant que qu'on aille au fond du travail, parce que la démarche ne se fera pas avec cette commission. Cette commission-là n'a pas de fondement juridique. N'a pas qualité. N'a pas qualité de réviser la Constitution. C'est juste une commission, une réflexion. Voilà, ils vont analyser article par article pour voir est-ce que cet article, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais, qu'est-ce qu'il y avait de bon. Vous savez, madame, cette Constitution a été rédigée par des belligérants, des gens sans mandat. Parce que les députés de l'époque, ou les sénats qui avaient initié cette Constitution, ce n'étaient pas des élus du peuple. C'est des belligérants qui ont été nommés dans les 1+4 et qui se sont constitués en législateurs. Et ils ont initié. Et ils savaient que, comme on ne se fait pas confiance, il faut qu'il y ait un chef de l'État qui est là, mais que nous allons contrôler aussi. Le chef de l'État, il faut que j'ai un premier ministre, mais que je pourrais contrôler. C'est tout simplement ça. C'était pour des intérêts personnels. C'était pour des intérêts personnels. Rien à voir avec les biens. Ça avait été taillé sur mesure. Ça avait été taillé sur mesure. Comment voulez-vous que dans une constitution, dans un pays comme le nôtre, que le niveau intellectuel n'était pas accepté? Tout simplement parce que n'avait pas prévu le niveau intellectuel pour être par exemple, chef de l'État. Tout simplement parce que on savait qu'on avait un chef de l'État dont le niveau intellectuel était douteux. Et donc il fallait faire un effort pour trouver... douteux. Oui, mais c'est maintenant qu'il étudie. Kabila, c'est maintenant qu'il est en train d'étudier, non? Donc quand il était président... Non, mais c'est maintenant qu'il est en train d'étudier. Non, mais il n'est pas interdit d'ajouter... Non, c'est ce que moi-même je suis en train d'étudier, madame. Alors. Mais je dis, quand il est à 28 ans, quand il est devenu président de la République, il n'étudiait pas, il n'avait pas étudié. Ça, il avait fait l'armée, non? C'était un Kadogo. Est-ce que les Kadogos ont eu le temps d'aller à l'école? Dites-moi. Tous les Kadogos ont étudié après. Kadogo, c'est en Swahili, ça veut dire Kadogo. Ça veut dire tout petit. Tout petit, oui. Tout petit, ça veut dire tout petit. Donc tout petit n'a pas eu le temps d'aller à l'école. Au plus qu'on savait qu'on avait quelqu'un qui n'avait pas étudié. Donc il fallait trouver les mécanismes pour que la Constitution puisse le protéger. Et donc voilà pourquoi nous disons que la réflexion et dire que le chef d'État ne peut pas réviser la Constitution, ça, c'est lui interdire un droit que la Constitution lui reconnaît. Ne touche c'est violer pas la Constitution à la Constitution. Aussi. Nous avons vu même à Paris des jeunes qui sont descendus dans la rue pour lancer un message. Non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Pour dire non, ne touchez pas à notre Constitution. Non, on ne peut pas. La diaspora. Mais vous souviendrez que nous, on avait demandé à la personne de voter non pour cette Constitution. Et le feu Etienne Tshisekedi, comme prophète l'avait dit, que le jour où on va arriver au pouvoir, cette Constitution-là, on va la réviser. Donc, il y avait des choses pour lesquelles nous, on avait déjà. En son temps, on n'était pas d'accord. Et on n'était pas d'accord. Et déjà à cette époque-là, déjà en 2006, il y a un professeur Boukadi Boni qui a un livre, La relecture de la Constitution. Il a relevé 600 amendements. 600 amendements. Il fallait faire cette Constitution. Il avait tenu une conférence dans la salle de promo. J'y étais. Il nous a démontré en quoi cette Constitution n'était pas correcte. Mais à l'époque, parce que ces gens-là qui parlent de Katoum étaient avec Kabila, ils n'avaient pas cette idée de réfléchir. Dans ce moment-là, quand Fayoulou fricotait encore, il trahissait le MLC pour Kimbuta, ils ne savaient pas que cette constitution était mauvaise. Et Claudel nous va apporter également le combat pour la révision de la constitution avec les G7. Voilà. Donc, non, lui, il est venu après. En 2006, il était encore à la mamelle de Kabila. Oui, mais il a porté quand même à un moment ce combat. Oui, à un moment donné, ils ont porté ce combat-là. Donc, c'est pour dire qu'à un certain moment donné, les gens doivent être aussi réfléchis. Les gens doivent faire preuve d'hommes d'État. Parce que ça, on constate que ce ne sont pas les hommes d'État. C'est quoi? Parce que Kabila a révisé la Constitution à la veille des élections. Il est même dit de principe qu'on ne peut pas changer les règles de jeu. Mais vous savez, face à la révision précipitée et inconsidérée de Kabila en 2011, pour ramener les élections de 2 tours à 1 tour. Vous savez ce que Etienne Tshisekedi avait dit? Même si on fait de Olive Leve Kabila président de la CENI, moi je battrai Kabila. On va aller aux élections à 1 tour. À l'époque. Maintenant, quand Kabila avait changé cette constitution-là, avait-il trahi la République? Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que, au regard de notre nation, il faut qu'on ait des élections à 2 tours. Ou à défaut, on peut pousser un peu plus loin la réflexion. Pourquoi devons-nous dépenser autant de milliards
pour enrichir les animateurs des élections que de faire des élections où le chef de l'État est élu au second tour, et en même temps, quand il est élu au second tour, c'est-à-dire par les représentants, en ce moment-là, le chef de l'État n'est pas redevable vis-à-vis de la nation. Au moins là, il est redevable vis-à-vis d'une partie des gens qui lui ont donné ce mandat et qui ont le pouvoir de le retirer encore quand ils veulent, comme c'est le cas en Afrique du Sud. Mais quand vous le laissez quelqu'un être élu par toute la République, et dans l'entente de la Constitution, vous amenuisez ses responsabilités, ses prérogatives, et que vous trouvez ça normal. Et puis, madame, madame, je voudrais je dire, mais dans l'entretemps, depuis 2006, que cette Constitution a été promulguée, il y a eu d'abord des arrêts de la Cour de cassation. Il y a eu des arrêts de la Cour constitutionnelle. Ces arrêts ont interprété les différentes dispositions de la Constitution. Ces arrêts sont allés même plus loin. Par exemple, en 2021, il était prévu, il est dit dans la Constitution, lorsque un député quitte son parti, il perd son mandat. Oui. Mais la Cour constitutionnelle a statué sur cette question en 2021. Elle a dit ceci. Le député est élu par le peuple. Il n'est pas élu par le parti. Donc, comment le parti peut lui dire parce qu'il a quitté, alors que son départ est en harmonie avec ceux qui l'ont élu, et vous lui retirez le mandat? Vous comprenez? C'est une disposition de la Constitution. Mais la disposition de la Constitution continue à vous dire que lorsqu'un député quitte le parti, il perd son mandat. Alors que la Cour constitutionnelle a interprété cette disposition et dit non. Dit que non, non. Les députés élus par le peuple. Va en contradiction avec la Constitution. Voilà. Maintenant, il faut qu'on concilie les deux. Les deux. Les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui sont des arrêts qui doivent être appliqués. C'est-à-dire, on peut venir devant le juge. Celui-ci brandit l'arrêt, l'autre brandit la Constitution. Le juge, comment va-t-il trancher? Il faut qu'on ait des arrêts de principe. Donc, nous sommes dans l'insécurité juridique. Donc, il va falloir qu'on ramène tout ça. Alors, mais d'un côté, maître, il n'y a pas que l'opposition avec Joseph Kabila Kabongé. Nous avons d'un côté l'Église qui s'est aussi prononcée sur la question. C'est des gens que... Et de l'autre côté, nous avons... Vous parlez de quelle Église? Nous avons la Senco. Voilà. Ce sont là qu'on a qualifié de politiciens en soutane. C'est ça. C'est comme ça que mon aîné Jean-Pierre Mbemba les a qualifiés. Donc... Et Félix Tshisekedi a parlé des sorciers aussi. Les sorciers en soutane. Voilà. Qu'est-ce que l'Église a assez mêlé dans ce débat? L'Église est à la recherche du bien-être de sa population. Vous savez, Jésus-Christ, qui est le grand maître, qui était le Fils de Dieu, et qui était Dieu pour nous les chrétiens. Jésus-Christ, qui n'avait pas commis de péché, parce que la Bible dit qu'il a été tenté comme nous, mais il n'a pas commis de péché. Mais en bon, c'est un pécheur. Comment ça? En bon, c'est un pécheur et c'est un pécheur. C'est un homme avec ses défauts. Parce que c'est Dieu et Jésus a dit, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à Dieu. Et la Bible dit, respectez vos autorités du pays. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et votre paix en dépend. Priez pour le pays que Dieu vous a institué parce que votre paix en dépend. C'est que eux font. Ils insultent à la longueur de journée les chefs de l'État. En Bongo, pratiquement, il manque du respect au chef de l'État. Il ne l'a jamais considéré. Ces propos sont des propos d'un homme totalement irrespectueux des institutions. Non, mais c'est quand même fort, ça. Oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est fort quand même. Et quand il parle des institutions, même sur TV5, le chef de l'État lui tend la main, il dit que la main, elle est sale. Est-ce que pour un homme de Dieu, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il peut dire des choses comme ça? Mais parce qu'il voit la misère de sa population. Oui, il voit la souffrance de sa population. En effet. Il porte cette peine de sa population. En effet, la population souffre. Que doit faire l'Église pendant ce temps? Lorsque les enfants d'Israël ont appris qu'il y avait un plan montré contre eux, avec Mardoché, ils ont prié. Et ils sont allés demander... Vous pensez que c'est que le cardinal fait, c'est en désaccord avec les Saintes Écritures? Non, il n'a jamais été dans les Écritures, en fait. C'est un homme qui sert Dieu en dehors de sa volonté. C'est un père. Non, un père de qui? La Bible dit, n'appelez personne votre père. Le père, c'est celui qui est au ciel. Non, il est on a les dates, papa... Oui, moi, mon père m'a mis au monde. Lui, il a mis au monde qui? Pour que je l'appelle papa.
Il a des fidèles ou quand même donc voilà. Donc vous comprenez. Quel fidèle il en a? Il a évangélisé qui? Il est venu là trouver l'ossature déjà bien installée. Il a trouvé l'église catholique existe, ça fait des milliers d'années. Et quand vous devenez prêtre, vous avez évangélisé qui? Vous trouvez les gens là-bas, et puis on vous met là-bas. Est-ce qu'à un moment, il a évangélisé qui? Pour qu'ils deviennent catholiques. Il a évangélisé qui? Personne. Il a évangélisé personne. Donc, c'est pour vous dire qu'ils fassent leur travail. Nous sommes dans un état totalement laïque. Et c'est la Constitution qui le prévoit. Il n'y a aucune religion qui soit plus supérieure qu'une autre religion. Il n'y a pas que la Senco qui s'est prononcée, mais il y a également la société civile avec Maître Jean-Claude Katende, qui dernièrement a même demandé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'abandonner d'abord son initiative de changer ou réviser la Constitution. Oui, madame, il n'est pas exclu que des Congolais, que des gens aient leur appréciation. Mais dire que le chef de l'État ne peut pas refuser la Constitution et que ce n'est pas le moment, ce n'est pas à vous d'apprécier l'opportunité, le moment. Ce n'est pas à vous. Vous pouvez ou ne pas être d'accord que le chef de l'État révise la Constitution. Pour moi, je trouve que cette Constitution, elle est bonne. Les contradictions jurisprudentielles et qui sont dans la Constitution, pour vous, ça ne vous inquiète pas. Vous savez, madame, quand on a fait tomber Ilou Kamba, parce que c'est l'histoire récente de notre pays, on devait mettre en place encore le bureau provisoire. On s'est posé la question. Est-ce que c'est le bureau d'âge qui devait revenir ou on devait passer à autre chose? La question n'a pas été résolue par la Constitution. On a saisi la Cour constitutionnelle. Elle a s'est prononcée. Mais tout ça, il faut que ça entre dans la Constitution. La question de l'état des sièges qui avait été lancée, ça n'a pas été réglé totalement par la Constitution. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Est-ce que devenons à chaque fois qu'on doit revenir au Parlement? Est-ce que vous voulez dire que la Constitution a beaucoup de limites? La Constitution a été interprétée par la Cour constitutionnelle. Il y a eu beaucoup d'arrêts jurisprudentiels qui ont interprété plusieurs dispositions et qui aujourd'hui ne sont pas totalement en accord. Il y a des accords. Il y a des accords. Donc il faut maintenant voir la Constitution pour la mettre au même niveau que l'évolution de la jurisprudence. Et maintenant, maître, est-ce que c'est parti pour un affrontement parce que le camp de l'opposition continue, reste déterminé et n'attend pas quand même changer. Ne touchez pas ma Constitution et Félix Tshisekedi de son côté dit rien ne va m'arrêter pour le salut de mon peuple. Nous, la Constitution, c'est ce que je dis. La Constitution lui-même s'est donné des limites. La seule chose que moi je vais demander au chef de l'État, c'est laquelle? En mettant en place la commission, qu'il ne se fie pas trop aux professeurs. Parce que dans la plupart des professeurs sont des théoriciens et qui, dans la pratique, généralement, nous causent beaucoup de problèmes. Des professeurs? Des professeurs. Donc, ils sont à la base de la souffrance? Non, je ne dis pas la souffrance. Alors, je dis quand on va traiter de loi de la République, dans cette commission, le chef de l'État va mettre en place qu'ils ne tiennent pas compte de la qualité seulement de professeur. Parce que généralement, il vous amène dans des théories, chacun a sa théorie, chacun a sa compréhension, mais nous ici, on a une constitution, on a la pratique, on a la vie de la République. Nous voulons adapter la constitution à la vie de la République. À la réalité. À la réalité sur le terrain. C'est tout simplement ça. Et pour ça, il faut trouver des gens qui soient capables de le faire. De deux, on ne peut pas, l'opposition, nous devons avoir une opposition constructive. Parce que vous avez vu même, il y a eu même quelqu'un qui avait chanté ici, que je voudrais, dès que je suis élu, mes premières actions, je révise la Constitution. Vous le connaissez, madame? C'est qui? Denis Sesanga. Je dis, moi, une fois élu, première action, changement de la Constitution. Aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Donc, vous voyez que ça ne montre pas le sérieux de l'homme politique. On joue avec qui, là? Voilà. Les politiques jouent avec qui? Voilà. Donc, vous dites, dans votre plan d'action, moi, j'aurais été fait dire, ah, ils m'ont rejoint. Parce que je l'ai dit pendant ma campagne, je suis content. La position de Adolphe Muzito. Exactement. Qui est opposant, mais voilà. Il a regardé la réalité de la vie des Congolais. Exactement, madame. Mais non, moi, à leur place, je dis non. Voilà, on peut réviser. Mais nous voulons participer à ce débat de la révision. Et nous surveillons pour que les dispositions intangibles de la Constitution ne soient pas touchées. Devait faire, en fait, pour contrôler. Maintenant, eux, comme ils voient Tshisekedi, mais Tshisekedi les a battus aux élections. Il les a battus en 2018. C'est la tête de Tshisekedi qui Non, mais le Tshisekedi a été devant le peuple en 2018. Il les a battus à plate couture.
Tshisekedi est revenu en 2023, il les a battus à plate couture. Tout le monde réuni. Non, c'est Tshisekedi le problème, mais non pas les Tshisekedi il a le pouvoir légitime. C'est ça le problème. Personne n'a la légitimité de tous ces gens-là. Personne n'a la légitimité. C'est Tshisekedi qui a la légitimité, en fait. Vous contestez celui qui vous a battu aux élections. Tu étais 3e. Mais non, Félix était le premier, avec plus de 70%. Katumbi, tu as eu, c'est pas moi, 30 ou 40%. Mais celui qui a gagné plus que vous, il a la légitimité. C'est-à-dire, quand on dit qu'il a la légitimité, c'est que vous avez le peuple derrière vous. De quel peuple eux parlent? Alors, avant de prendre ce dossier, il y a quand même la CIME qui propose au président de la République de consulter toutes les couches de la population. Vous êtes d'accord avec cette proposition? La consultation, sur le plan de droit, ça s'appelle le référendum. Il y a des dispositions pour lesquelles, pour le changer, il faut consulter le peuple. Et si c'est dans le cas du changement de la Constitution, le peuple sera bien obligé d'être consulté. Pour lui dire, de quelle manière on va consulter le peuple? On va faire le référendum comme ça a été en 2006. On va demander à la population, est-ce que voilà, il y a un projet qui est là, nous voulons changer la Constitution, voilà, on va expliquer, il y aura la campagne, on va expliquer les dispositions de la Constitution, on va leur dire, écoutez, voici ce qu'il y a, est-ce que vous acceptez, vous dites oui ou non à la Constitution. Si le peuple dit vote pour oui, et donc la Constitution, elle sera votée. Et là, madame, l'article 5 de la Constitution, c'est le poumon même de la démocratie. L'article 5 de la Constitution dit le pouvoir émane du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple. Le peuple, il est souverain. C'est-à-dire qu'en dehors du peuple, il n'y a personne d'autre. Alors, si nous demandons le peuple dit voilà, moi je veux que Tshisekedi fasse 7 ans de mandat. Mais toi, tu es qui pour refuser? 10 ans, 15 ans. 15 ans. Toi, tu es qui pour dire non? Même si je veux faire que la RDC devienne un royaume. En dehors du peuple, il n'y a personne. Le salut du peuple brise même la loi. Madame, Messieurs, place à ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Cette offensive a des effets dévastateurs sur la population civile et accru le risque d'une guerre régionale plus large. Cette déclaration a été faite par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a condamné la nouvelle offensive lancée par le rebelle du M23 depuis le début de l'année au Nord Kivu et au Sud Kivu. À en croire son porte-parole qui a livré quelques détails sur cette question à la presse, le chef de l'ONU a appelé le M23 à cesser immédiatement son offensive, à se retirer de toutes les zones occupées et à respecter l'accord du cessez-le-feu du 31 juillet 2024. Antonio Guterres a également exhorté toutes les parties à respecter les droits de l'homme et les droits humanitaires internationaux, notamment en garantissant un accès immédiat et sans entrave aux populations ayant besoin d'une aide humanitaire et en respectant le caractère civil des sites de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il réaffirme la détermination de la mission de paix des Nations Unies, la MONUSCO, à mettre en œuvre son mandat de protection des civils et condamne fermement toute action de quelque partie que ce soit qui mettrait en péril la sûreté et la sécurité des casques bleus et du personnel civil de l'ONU. Procédure de saisie immobilière et de vente. On doit indiquer quelle est la juridiction. Parce qu'actuellement, ça passe par la juridiction, par un tribunal. Quel est le tribunal qui va procéder à la vente? En quel lieu? Est-ce qu'on a fait la procédure préalable de préparation de la vente? Est-ce qu'on a requis les différents conservateurs de titres immobiliers pour se rassurer que ces biens-là sont exclusivement au nom du condamné? Donc la procédure est longue, elle est complexe, elle est très technique, que ça ne devrait même pas faire l'objet de ce petit communiqué de presse que l'on a vu. C'est conçu par les savants, surtout que l'acte uniforme que je viens de citer a été modifié ici à Kinshasa par le Conseil des ministres de l'OHADA le 17 octobre
2023. Donc, ça veut dire que c'est un acte récent, on a refait, et nous, comme membres de l'OADA, on ne peut pas accepter d'aller à l'encontre des formes que prescrit la loi. Il y a aussi un problème lié à la compétence du membre du gouvernement ou du ministre qui est censé... C'est le ministre de la Défense. Parce qu'il s'agit d'une condamnation... C'est lui qui est censé poursuivre l'exécution des condamnations à verser au Trésor public. Au Trésor public, aux condamnations prononcées par les juridictions militaires. Ce ne sont pas... Et puis, d'autres condamnations, c'est le ministère public. Donc, vous comprenez qu'on s'invite à une fête à laquelle on n'a pas droit. On n'a pas droit. On s'invite soi-même. Voilà. Parce que c'est la haute cour militaire qui avait condamné... Et maintenant, c'est la Cour de cassation qui est saisie. C'est la Cour de cassation qui est saisie. Tant que la Cour de cassation, en matière pénale, la décision reste provisoire tant que le voie de recours ou les délais de recours ne sont pas épuisés. Et maintenant que la Cour de cassation est saisie, on ne peut pas exécuter ni l'aspect pénal, ni l'aspect civil. Donc on ne peut même pas vendre, ni l'aspect civil. On ne peut pas, ça ne sera pas vendu, croyez-moi. Ça ne sera pas vendu. Je vais adresser une correspondance au président de la République. Maître Robert Kayenga, vous avez suivi le ministre de la Justice qui a annoncé la vente des biens de Corneille Nangaa, mais il y a d'un côté certains de vos confrères, il y a Maître Kabengele qui parle d'une procédure qui n'a pas été respectée. Bon, je pense que le doyen Kabengele, quand il parle, je crois qu'il a eu le temps de fouiller les dossiers. Mais moi, je voudrais tout simplement dire que sur base du communiqué du ministre de la Justice, je ne sais pas dire que la procédure a été ou non pas respectée. Je ne sais pas, parce que le communiqué ne nous dit pas ce qui avait été fait. Le communiqué nous dit que des biens tels seront vendus. De deux, la question la plus pertinente comme juriste, est-ce qu'il appartient au ministre de faire un tel communiqué? J'allais y arriver. Oui, parce que, en ce qui concerne la procédure, je sais que la procédure en vente, avec la vente immobilière, c'est une longue procédure qui demande qu'on remplisse les cahiers des charges, il y a la publicité. Il y a beaucoup de choses qui entrent. Avec l'OADA, ça ne se fait pas de manière automatique. Il y a une procédure. Et pour qu'on en arrive là, il faut que d'abord la décision soit coulée en force de chose jugée. Donc la décision ne soit plus susceptible de recours. Est-ce que la décision qui avait été rendue, elle n'est plus susceptible de recours? Elle a été rendue au dernier degré et qu'on ne peut plus faire de recours à cette décision. Ce sont des questions... Et qui devait faire ce communiqué? Non, c'est-à-dire qu'il y a le greffe d'exécution. Qui devait faire ce communiqué. C'est le greffe d'exécution qui publie, voilà. Ce n'est pas le ministre. Je crois que le ministre, peut-être dans son rôle d'informer aux gens et tout ça, peut-être qu'il a fait comme politique pour informer que voilà, il y aura telle vente publique qui va se faire. Parce que c'est la vente publique. Mais il n'appartient pas de toute l'histoire de notre pays. Donc c'est le Premier ministre il est le Premier ministre à s'ingérer dans les histoires même de l'exécution des décisions du judiciaire, parce que l'exécution des décisions judiciaires, c'est l'œuvre, il y a un greffe d'exécution ou le parquet qui a un regard sur l'exécution. Qui doit faire cela. Qui doit faire et non pas le ministre. Ah non, pas le ministre. Sauf s'il a une autre compétence. Mais je connais quand même les attributions du ministère, parce que j'ai été longtemps expert de membre du gouvernement, et donc je connais les attributions du ministre de la Justice. C'est pas ça dans cette attribution. Ah, c'est la première des choses. On doit les dire parce qu'il s'agit du droit, et on ne doit pas faire des choses qui sont à l'encontre du droit pour aider les chefs de l'État. Donc, on violation, là. Non, ça c'est... On va parler de... une autorité supérieure ne viole pas, mais il a empiété les compétences. Il a empiété les compétences. En fait, il est allé outre ses compétences. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle l'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir. Le populisme, ou comme certains observateurs sont en train de le dire? Je ne sais pas, mais ça semble avoir des effets dans la société. Les gens pensent qu'il fait du bon travail, et ça semble avoir des effets dans la société. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que... Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'appartient pas au ministre de faire ce genre de communiqué. C'est la première des choses. Sur base de son communiqué, on ne dit pas si la procédure avait été respectée ou pas.
je ne sais pas le dire. C'est comme ça que j'ai dit que le doyen Kabeng et les doigts va peut-être déjà suivi la procédure pour savoir si ça n'a pas été respecté ou pas. Peut-être qu'il y a des éléments que je n'ai pas. Mais moi, je sais que le communiqué que j'ai lu, je n'ai pas à ce communiqué, je ne sais pas. Et je dis, il n'appartient pas au ministre de faire ce genre de communiqué. Il ne doit pas se réduire en simple d'exécution. Et puis je dis aussi, il faudra se poser la question de savoir est-ce que la décision, elle est devenue irrévocable. C'est-à-dire que la décision, aujourd'hui, elle est coulée en faute de chose jugée, elle n'est plus attaquable. Si la décision est attaquable, la procédure, elle est prévue par la greffe d'exécution, le greffe d'exécution qui doit poursuivre l'exécution et procéder à la vente publique. Et quand on fait la vente publique, on affiche et que celui qui est intéressé, il vient, il procède à l'achat de biens de la CONAM. Mais ce n'est pas fantôme, ce n'est pas fétiche. Ça se fait tous les jours ici dans nos juridictions. Tous les jours. Tous les jours ici. Non, c'est pas une première. Non, c'est pas une première. Parce que les Congolais pensent que c'est une première. Non. Peut-être que tout simplement parce que ce sont les biens d'un rebelle, d'un sanguinaire qui a accepté de verser le sang de la population par sentiment égoïste. Peut-être ça sort un peu de l'ordinaire parce qu'il s'agit quand même d'une première ou un condamné à mort pour rébellion, pour trahison, pour plusieurs infractions. Et ces biens sont ravis pour indemniser les victimes. Et vous savez, la partie civile dans cette histoire, la première partie civile, c'est l'État congolais. Donc, et on doit indemniser les victimes qu'il a causées. Parce que la guerre que Nanga est en train de mener aujourd'hui, il y a des dommages collatéraux et il y a des victimes énormes. Et donc, on ne peut pas aussi, c'est pas logique de continuer à voir l'hôtel Castello fonctionner. Et c'est-à-dire que ça lui donne de l'argent pour que lui aille combattre encore. Non, ça ne peut pas se faire, c'est inconcevable. Donc, mais aujourd'hui, il y a des Congolais qui pensent que l'État pouvait se servir de ces biens-là pour en faire des biens de l'État, que procéder à la vente. Est-ce possible? Non, mais l'État ne peut pas ravir les biens. Même si l'État peut l'État ne peut pas automatiquement dire oui, parce que ce sont les biens d'un rebelle, moi j'en deviens propriétaire. Non, c'est ça la procédure. Il faut procéder par l'exécution. Et là, c'est quoi? Une confiscation, une saisine? C'est ça. L'État a confisqué? L'État saisit ces biens et procède à la vente publique. C'est ce qui est prévu. Oui, voilà. Parce que Nanga est condamné à deux peines. À la peine capitale et à des dommages et intérêts pour réparer les préjudices qu'il a commis de par son acte d'être un chef rebelle. Maintenant, comment on va indemniser? Il faut vendre ces Maintenant, quand vous avez une décision qui condamne quelqu'un à vous payer 10 000 $, vous devez maintenant chercher comment vous faire payer. Maintenant, pour vous faire payer, la première des choses, on saisit tes comptes. On peut faire une saisie attribution de votre compte. On va le faire dans votre compte. La loi le prévoit. Si vous avez l'argent, j'écris à la banque. Le greffier va avec des actes de saisie. Il dit à la banque, écoutez, madame telle a été condamnée et le doit de l'argent à monsieur X, 2 montants d'autant, je viens saisir ce montant-là. Bien évidemment, vous pouvez faire des recours. On te donne un temps pour venir dire est-ce que c'est la vraie décision ou quoi. Mais après un délai, si vous ne venez pas contester ça, il se fait payer. Maintenant, si on constate que vous n'avez pas, la condamnation elle est énorme, et que vous n'avez pas cette somme et que vous avez des biens immobiliers, en ce moment-là, on va faire une saisie immobilière. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe maintenant avec Nanga. On fait une saisie immobilière, on prend maintenant les biens que toi tu as, on va chez les conservateurs, on les répertorie, et puis on procède maintenant à la vente publique de vos biens, pour que quand on vend, les victimes puissent récupérer ou votre créancier puisse récupérer son argent. Donc, l'État ne peut pas prendre ses biens. L'État ne peut pas prendre. On devient propriétaire que par vente, par cession ou par héritage. C'est tout. L'État va devenir propriétaire de votre immeuble par quel mécanisme? S'il achète, oui. Pas par confiscation. Non, il va confisquer et ça devient pour lui. Par quel mécanisme? Un bien d'autrui. Mais j'ai suivi quand même une discussion où certains Congolais se disent mais qui va aller acheter ces biens-là? Non, mais c'est ça que j'ai dit. Nous avons par exemple des ministères qui n'ont pas des bureaux, voilà. On peut prendre Castello, en faire... Donc le gouvernement congolais peut acheter. Peut acheter. Ou les ministères peuvent acheter. Un ministère peut acheter.
un établissement public peut acheter et... Ça devient un bien de l'État. Ça devient un bien de l'État. Et puis vous l'occupez, ça devient un bien d'un établissement, on peut l'acheter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, comme certains Congolais, que le ministre lui-même, le ministre Constant Moutamba, s'est fait passer lui-même comme procureur? À un moment, ses décisions, il s'est mis comme procureur, et parfois comme si c'est lui-même le juge, lui-même le greffier. Est-ce que c'est aussi votre constat? Non, je pense que le ministre veut plus communiquer. Et ce que nous lui demandons à un conseil, c'est qu'il doit rester dans ses prérogatives. À un moment, vous avez dénoncé sur ce plateau. Oui, en effet, je l'ai dit. Oui. Je l'ai dit, et surtout qu'il avait mené des actions... Lorsqu'il est allé un peu en guerre contre... Avec les magistrats, dit qu'il ne devait pas procéder de cette manière-là. Nous l'avons fustigé, mais il est allé aujourd'hui, il a fait la généraux... Ça produit quel résultat? Il est allé en guerre contre le magistrat. J'allais d'ailleurs revenir sur ça. Est-ce qu'il y a eu un changement après ces états généraux? Bon, on attend, parce que c'est ça le problème. La mise en œuvre des états généraux. Et tu dois travailler avec qui? Tu devras travailler avec le magistrat. Le conseil supérieur de la magistrature. Déjà, on avait suivi qu'on fustigeait même le rapport final. Exactement. On a considéré qu'il y avait des déclarations mensongères à l'intérieur. Et puis des deux. Et finalement, à l'état actuel des choses, tant que la Constitution n'a pas été modifiée, et donc le Conseil supérieur de la magistrature reste l'organe qui gère la magistrature. Et que donc le ministre de la Justice ne peut pas inféoder ou ne peut pas s'immiscer dans les affaires du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, il doit le connaître. Maintenant, il faut beaucoup de tact. C'est vrai que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas aussi nous montrer, nous prouver qu'il est en train de faire du bon travail pour la République. Parce que tout le monde est unanime que la magistrature ne fonctionne pas. Et le ministre veut changer des choses. Mais il doit procéder de quelle manière? Il doit savoir maintenant, avoir suffisamment, réfléchir fortement pour trouver les mécanismes de contrôle. Parce que la Constitution les bloque. La Constitution les bloque? Oui. Comment ça? Il est limité. Le magistrat, le ministre de la Justice n'a que le pouvoir d'injonction. Et le pouvoir d'injonction qu'il a, il n'a pas le pouvoir disciplinaire contre un magistrat. Il ne peut pas révoquer un magistrat. Donc il est limité dans ses... Il est limité. Le magistrat est évoqué sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc lui ne peut rien faire un magistrat. Il ne peut rien. Son pouvoir politique, il est limité. Vous voyez, il est limité. Alors il doit être conscient de ça, se mettre maintenant à travailler profondément avec des stratégies pour donner au chef de l'État la justice qu'il veut. Et il ne doit pas montrer au chef de l'État que c'est lui qui peut changer la justice. Parce que s'il se met dans cette peau, Batatawana, pas qu'on bloquer. Donc il doit faire un effort pour travailler avec le magistrat et leur faire voir que on doit arrêter. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas bon. Il faut qu'on donne quand même à la République une bonne justice. Madame, vous avez vu, pour chuter, vous avez vu un juge suspendre le décret du président américain. Ça ne vous dit pas quelque chose? C'est un juge qui est indépendant. Un juge qui est indépendant, il a suspendu. Est-ce qu'on ne peut pas arriver aussi à ce niveau-là? Le président est en faux. Et le président promet que je vais aller en appel contre sa décision. Mais le magistrat, il est libre. Il s'exprime même, il dit non, c'est ce que le chef a dit, c'est contre la Constitution. Voilà pourquoi j'ai suspendu le décret. Madame, c'est ça en fait que nous voulons. C'est la beauté de la justice. C'est la beauté de la justice. Et là, il faut travailler, il faut un travail de fond. Moi, je dis que le ministre Constant Moutamba, le chef de l'État lui a donné une opportunité. Il lui a donné les mains libres. Mais il doit en profiter pour faire vraiment des réformes chirurgicales, des réformes profondes. Donc jusque-là, vous n'êtes pas encore satisfait de ce qu'il fait? Je ne suis pas satisfait. Mais il est applaudi par la population. Oui, mais exactement. Vous savez, le peuple, lorsqu'il n'est pas... Moi, je suis avocat de profession. Donc, je suis juriste de formation. Donc, je sais voir ce qui est bien fait pour la justice. Et je connais le problème de la justice, c'est ça le problème. Je sais que le ministre... La population, quand il le dit, Constant Moutamba Kangaye, vous voyez, il pense que Moutamba a le pouvoir d'arrêter quelqu'un. Mais il peut demander au procureur, près de la cour d'appel, d'arrêter, et qu'il refuse d'arrêter. Il va le faire quoi? Il ne fera rien. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, la population ne connaît pas tout ça. C'est vrai qu'on sent de l'impulsion, on sent la volonté de faire de beaux choses, on sent les soucis d'apporter un changement, mais je crois qu'on devait bien réfléchir sur la stratégie et les actions à mener. Alors, Maître Robert Kayenga, avant de prendre ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine, le dossier Eric Mandala, vous l'aviez suivi, arrêté en Espagne avec la drogue. Quelle interprétation faites-vous de ça? C'est malheureux. C'est malheureux, c'est vraiment pas assez bien. Mais je voudrais parler avec de la compassion. Quand vous prenez, vous lisez
Job 6,14, la Bible dit que celui qui souffre, il a besoin de la compassion de ses frères, même quand il aurait abandonné la foi. Donc, j'ai la compassion envers mon compatriote. Je sais que ce qui l'attend est plus dur. Et plus dur. Parce qu'on ne va pas le laisser comme ça. Il sera poursuivi. Certainement, une condamnation va s'en suivre. Peut-être une condamnation d'emprisonnement. Peut-être la confiscation des biens. Est-ce que son pays peut intervenir? Non. Non. Donc la RDC ne peut rien faire non. pour qui vous dit qu'il est toujours congolais à 100%? Qui vous dit? Et s'il est congolais, congolais à 100%, bon, donc la RDC peut faire quelque chose. Il peut négocier, qu'il vienne piger sa peine ici, par exemple. Il peut demander son extradition. Ça dépend si nous avons aussi des liens de coopération avec l'Espagne, dans ce sens-là. Donc, sur le plan diplomatique aussi, si une action diplomatique est menée, peut-être qu'on peut arriver à obtenir sa liberté provisoire ou obtenir sa relaxation. Mais moi, ça me réjouirait en fait. Ça me réjouirait, mais je n'encourage pas ce genre de choses. Ce sont des pratiques malhonnêtes, immorales, qu'on ne peut pas encourager et qu'on doit vraiment décourager, et ce n'est pas bien. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Il y a un Congolais égaré qu'on appelle Nanga. Il est en train, nous avons des informations, qu'il est en train d'appeler certains leaders, il est en train de les appeler dans la Grande Orientale pour vouloir le manipuler, ainsi de suite. Nanga, M. Nanga est utilisé par les Rwandais. Il est au service de l'agresseur. Ce n'est pas lui qui fait la guerre, c'est les Rwandais. Il est au service du Rwanda. Il ne faut pas que les filles et fils de la Grande Orientale puissent céder aux sollicitations de M. Nanga. Nous allons mettre fin à cette guerre. Moi, j'ai l'espoir parce que je sais la capacité dont nous possédons actuellement, dont notre armée possède. Je sais que nous allons nous battre. Il y a des avancées, des reculs, mais nous allons nous battre pour mettre hors d'état de nuire tous ces agresseurs. Et Nanga qui est déjà condamné à mort, je sais que nous allons mettre la main sur Nanga et les condamner, les fusiller publiquement, parce que la condamnation à mort actuellement c'est la fusillade. Donc on doit les fusiller publiquement pour mettre fin à ces désordre. Donc à tous les Congolais de ne pas céder à la sollicitation du M23. On a parlé de plusieurs choses, mais principalement le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de nos militaires. Alors il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire, notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays, et il n'y a pas que de militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors, une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon,
le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destiner au culte, destiné aux ministres, destiné à l'apostolat, mais aussi destiné aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Recrudescence de l'insécurité dans la capitale de la République démocratique du Congo. Maître Robert Kayenga, les Kuluna continuent toujours à inquiéter la population quinoise. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour mettre fin à ce phénomène Kuluna? On a brandi la peine de mort. On a l'impression que non, la situation s'est encore non, empirée. Non, madame, on ne peut pas appliquer la peine de mort. Il faudra d'abord qu'on se rende compte que est-ce que les actes commis par eux, ce sont des actes qui appellent à la peine de mort. Si c'est la peine pour les actes qu'ils ont commis, appelle à la peine de mort, parce qu'on les poursuit pour terrorisme. Si la sanction est la peine de mort, en ce moment-là, on va à la peine de mort. Et la peine de mort, je l'ai toujours dit, pour qu'on arrive à appliquer la peine de mort, si un prévenu fait un recours gracieux auprès du chef de l'État, de demande de mesure de grâce, c'est ça le moratoire. On a déjà levé les moratoires. Non, le moratoire n'existe pas. Ça n'existait même pas. C'est-à-dire que tout prévenu condamné à mort peut faire son recours écrit au chef de l'État pour lui dire, voilà, moi, chef de l'État, je suis condamné à mort, je te demande de me gracier. Tant que le chef de l'État ne l'a pas répondu, il y a un moratoire. On doit attendre que le chef de l'État le réponde. C'est comme ça que tous les condamnés à mort font. Or, le chef de l'État n'est pas ton ami pour qu'il se réveille demain matin qu'il te réponde. Mais à un moment, on a vu des Kuluna, on a dit que c'est... rassurez-vous que je suis parmi les gens qui pensent que la peine n'est pas pour ceux qu'on pend. Mais la peine, c'est pour créer de la psychose dans les personnes qui sont vivantes. Et on dit, on ne corrige pas. Qu'est-ce que ça a changé? On n'a pas appliqué la peine de mort. Le chef de l'État l'a dit. Oui, on n'a pas appliqué la peine de mort, mais quand on brandit la peine de mort, c'était pour créer peut-être la psychose, comme vous l'avez dit. Non, c'est pas ça. On ne peut pas dire, on va appliquer la peine de mort et on n'applique pas. Non. Si on prend 10-15 colonnes, on les met au niveau du stade de martyrs là-bas et on les fusille. C'est ça la vraie psychose. Vous vous rappelez l'opération du Kofi? On s'est réveillé entre... Tous les dragons étaient devenus des pôles et des matures en ville ici. Tous ceux qui s'appelaient Cobra et tout ça, on le voyait, ils s'étaient fait raser, étaient devenus des hommes. Parce qu'ils savaient que c'était réel. Quand on vous prend, on vous tire, ou bien on tue. Donc c'est ça. Mais donc, continue à tuer. La recrudescence inquiète. D'abord, cette évasion que le ministre avait organisée en libérant... Évasion? Oui, c'était une évasion. Parce que c'est vrai qu'il y avait des gens dans une situation... Vous regardez des gens avec des plaies en train de pourrir au niveau de la prison centrale de Makala. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'il fallait les libérer. Le ministre devait procéder. Non. Le ministre ne peut pas aller là-bas. Voulez-vous dire qu'il est responsable de la situation? On a libéré des gens, et même on a libéré des gens dangereux. Regardez, dans la plupart des cas, il venait d'être libéré. Ça fait une semaine, ça fait 2 mois qu'il est dehors. La plupart des gens qu'on arrête, les rats de Kuluna qu'on a arrêtés, quand on pose la question par la police, ils disent non. J'étais arrêté, c'est la 2e fois, je venais d'être libéré, et tout ça, la plupart venaient d'être libérés. Donc, il y avait quand même des gens dangereux dans le lot de gens qu'on a sortis. Est-ce que vous voulez dire que cette recrudescence, c'est les ministres qui... Non, je ne veux pas dire que c'est le ministre qui a dit, j'ai dit, ça a été aggravé aussi par le fait qu'on a libéré les gens qu'on ne devait pas libérer aussi. Et c'était prévisible, nous l'avions déjà dit à l'époque, qu'il ne fallait pas libérer de cette manière-là, il fallait aller au cas par cas. Et puis revoir la situation. Et puis, on ne peut pas aujourd'hui désengorger sans construire. Maintenant, on a désengorgé. Maintenant, tous ces gens-là qu'on arrête, on va les amener où? C'est ça le problème. Ils vont rentrer à Makala. Ils vont rentrer maintenant c'est comme tu déshabilles Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc, on désengorge, ils sortent, ils vont commettre des bavures, on les arrête, on les retourne encore là-bas.
Parce que tous les jours ici... Entre-temps, ils ont endeuillé des familles. Des familles et tout ça. Tous les jours ici... Ils ont laissé les Quinois avec des cicatrices. Bon, maintenant, il y a quand même une stratégie. C'est qu'il faut les amener à Ngenga, à Boulouo et tout ça. Ça, on apprécie. Que quand on les arrête, on peut les prendre, on va les déposer dans d'autres prisons un peu lointains. Mais il faudra qu'on suive aussi les conditions de ce Congolais. Alors, je voudrais chuter pour dire que la question aussi de Koulouna, c'est de doter aussi la police des moyens. Ces moyens commencent par leur traitement salarial, qu'on revoie quand même le traitement salarial des policiers, parce qu'ils sont quand même... Il faudra également une réforme. Une réforme. Il y a eu les réformes de la police, il y en a eu. Maintenant, on ne va pas parler de réforme, parce qu'on parle de réforme dans ce pays, c'est des gens qui vont se retrouver à Vénus Hôtel, ils vont commencer à manger midi, soir, et tout ça. Moi, je dis ici... besoin d'une bonne formation. Moi, je voudrais d'abord qu'on les paye bien. Plus ou moins bien. Et puis qu'on leur donne des moyens. Et puis nous disons, madame, vous devez aller vivre dans un milieu comme un machine là-bas, vous entrez là-bas à l'intérieur, un magistrat vit là-bas, ou quelqu'un vit là-bas. Vous êtes attaqué par les Koulouna. La police va arriver là-bas. Quand? Nous apprenons qu'il semblerait qu'il y a même une église qui a été attaquée à Bandal. Donc vous appelez la police, elle va arriver quand? Avec quels moyens? Madame, vous imaginez, vous allez dans les soucis, on vous dit non, on n'avait qu'une seule arme. On est allé avec ça à l'intervention, on attend. Alors, ils n'ont même pas de véhicule. Ils doivent chercher des motos pour aller attaquer. Ah, c'est quand même assez... Ces conditions aussi. Des policiers de Kinshasa, de l'RDC. C'est pas bon. Alors, et l'accessibilité même dans certains quartiers, il y a des quartiers où on devait mettre en zone rouge et surveiller au quotidien. Surveiller au quotidien et vraiment mettre ça en quartier rouge et les policiers sont en alerte et ils sont en train de le surveiller. Il y a des quartiers comme ça. Il y a des quartiers où vraiment la police... Ça, c'est l'une des solutions que vous Une des solutions que nous proposons. Zone rouge. Zone rouge. Et là, on met des policiers, on met des véhicules, ils sont là, ils surveillent la population de cette contrée. Alors, Maître Robert Kainga, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Le décès du général-major Peter, qui était gouverneur du Nord Kivu. Cette province aux états de siège. Madame, je ne peux que présenter mes condoléances les plus attestées à sa famille biologique, à nos frères RDC, au chef de l'État, ainsi qu'à la population congolaise. Un commando est mort au front. Arme à main. Arme à main. Il est mort pour la patrie. Pour ceux qui continuent à considérer que cette guerre, c'est Félix, qu'ils aient quand même la conscience de voir qu'un père de famille vient d'être fauché et qui va laisser femme et enfants derrière et qui vont rester orphelins pour toute leur vie. Donc, ce n'est pas de la blague. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faudra une prise de conscience de tous les Congolais. Ça, ici, là, nous sommes... C'est une affaire de tous, c'est le pays. Une affaire de tous. C'est pas Félix, c'est pas l'opposition, c'est pas la majorité, mais c'est les Congolais. Le bonheur que papa là a apporté à ses enfants, à sa famille. Et aujourd'hui, ils sont orphelins de leur père. Parce qu'il est mort, parce qu'il défendait la République. Il défendait l'Est, il défendait le Congolais. Mais ça... Il sera même élevé à titre posthume. Et en effet... Donc, moi, j'ai dit, il est pas. Et c'est pas pour rien qu'on l'avait nommé là-bas et qu'on l'avait placé comme gouverneur. C'est parce qu'on savait qu'il pouvait être capable de faire face. Et tout le monde a dit qu'il était au front. Donc, s'il a été au front, c'est qu'il était déterminé. C'est qu'il avait le souci de la population. Donc, voilà un compatriote que nous devons saluer. Mais vous verrez, les gens vont faire des tweets et ils vont s'attaquer à Félix. Ils vont s'attaquer. Mais qu'est-ce que Félix a à voir avec l'M23? Félix n'a pas créé l'M23. L'M23 veut dire l'accord du 23 mars. Le 23 mars, c'est Kabila qui avait signé ces accords-là. Il avait signé ces accords. Aujourd'hui... Kabila les avait quand même chassés. Non, Kabila, l'M23 avait pris Goma. Et Kabila a accepté de négocier avec eux pour que le M23 se retire. Il a négocié avec Kabila. Ils ont accepté que le M23 puisse intégrer notre armée. La question qu'il y a ici, comment c'est le Rwanda qui doit fixer les conditions? Non, tu dois parler avec le M23. De quel droit le Rwanda doit nous demander de parler avec le M23? Et nous obliger de prendre les gens de M23, les intégrer dans notre armée. C'est dangereux. Si Félix accepte aussi comme Kabila l'avait fait, la guerre va prendre fin. Si Félix accepte de dialoguer avec le M23, accepte
de les intégrer dans notre armée, la guerre va prendre fin comme Kabila l'avait fait. Mais est-ce que la guerre aura pris fin? Toutes les trahisons que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons été infiltrés. Donc Félix dit non, je ne fais pas ça. Au lieu qu'il soit soutenu par les gens, mais il y a de ceux qui pensent que c'est lui le problème dans la guerre du M23. On dirait que c'est lui. Félix a mené un débat, un combat démocratique, il n'a jamais pris les armes. Maître Robert Kainga, à un moment, nous avons vu l'armée congolaise monter en puissance, récupérer certains villages, certains territoires. Pourquoi l'armée congolaise ne maintient pas cette pression? Non, c'est une guerre asymétrique. Vous ne voyez pas, vous ne vous battez pas comme ça avec l'adversaire de manière... Mais que faut-il faire pour que notre armée reste... Non, il faut lui doter suffisamment de moyens. Donc c'est un problème de moyens. Il faut suffisamment de moyens. On peut avoir des moyens, suffisamment de moyens. Il faut qu'on ait des avions de chasse. Il faut qu'on ait quand même assez encore suffisamment de moyens pour mener ce combat. Madame, vous pensez que c'est pas le M23 en fait, c'est le Rwanda qui est derrière. Ce n'est pas le Rwanda en fait qui est derrière. C'est l'Union européenne qui est derrière. C'est tout ça, on connaît. Donc on ne peut pas aujourd'hui se voiler la face, considérer être hypocrite, dire non, voilà, c'est le Rwanda seul. Non, le Rwanda seul n'est pas derrière cette guerre. Cette guerre cache beaucoup de grandes puissances. Alors c'est complètement fini. Maître Robert Kainga, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population congolaise qui a eu encore le plaisir de vous suivre. Non, je voudrais moi personnellement m'adresser au chef de l'État pour lui dire qu'il est temps. Il est temps de revoir son équipe très rapidement parce que les enjeux deviennent extrêmement majeurs pour nous et que nous devons vite aller vers l'essentiel. Il est vite rentré au pays. Hein. Oui, vite à l'essentiel et que je lui conseillerais aussi vraiment de rester permanent et de suivre de plus près cette question de l'Est lui-même et qu'il soit vraiment à la manette et qu'il essaye de voir ce qui ne va pas et changer d'équipe. Et nous demandons à la population de faire confiance au chef de l'État. Il est là, il se bat. Je sais qu'il a l'amour de ce pays et je sais qu'il veut le bien-être de la population. Et je sais que tout ce qu'il est en train de penser pour la République, il pourra le concrétiser. Et ce qu'il ne pourra pas le faire, ceux qui viendront après lui le feront. Mais ce que je sais, c'est qu'il mettra le pays sur la bonne voie et que nous pouvons espérer un Congo meilleur avec Félix. La question de la Constitution n'est pas une question taboue. La Constitution peut être revisée. La Constitution le dit. La Constitution n'est pas la Bible. C'est la Bible, on dit, personne ne peut ajouter un seul iota ou retirer un iota de la Bible. Mais la Constitution, c'est une œuvre humaine élaborée par des belligérants avec leurs imperfections et nous pouvons corriger ces erreurs pour le bien de notre pays. Merci bien, Maître Robert Kainga, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Alors, madame, messieurs, je vous rappelle que notre invité de ce jour est avocat et membre de l'Union sacrée de la Nation. Et c'est complètement fini pour notre émission de ce jour. Grand soutien au FRDC. Ensemble, nous vaincrons la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et il est temps que le Congolais reste uni comme un seul homme pour faire face à l'ennemi qui nous agresse dans l'est de la RDC. Merci de nous avoir suivis ces dimanches dans Info 7. Et bien, c'est l'heure, c'est complètement fini pour ce numéro. Retrouvons-nous le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir et bonne suite de programme sur la chaîne Haute Définition. Et n'oubliez pas qu'Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, notre émission. Info 7, votre émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci.